Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Monsieur Tarsis Loseke Nemalemba, docteur Tarsis Loseke, de passage à Bruxelles. Tarsis Loseke, ancien secrétaire général chargé des relations extérieures de l'UDPS, il a été suspendu momentanément, on croit, sa suspension expirée. On va essayer de parler avec lui. Actuellement, il est vice-ministre des Finances au gouvernement Badibanga. On va essayer de parler avec lui. Bonjour, docteur Tarsis Loseke. Pasteur Bobo, bonjour. Ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez, docteur? Je me porte très bien. Quel est l'objet de votre présence ici en Belgique? Avant de répondre à votre question, comme nous sommes à Bruxelles, et comme vous savez, la famille politique de l'UDPS et la nation congolaise a connu un choc terrible avec le décès inopiné de notre cher président de l'UDPS et président du Rassemblement. Comme son corps est encore à Bruxelles dans un funérarium et je me trouve à Bruxelles, je voudrais présenter non seulement à sa famille biologique, mais aussi à la famille politique du président Tshisekedi mes sincères condoléances. Ces condoléances vont particulièrement à maman Marthe, que j'ai personnellement connue depuis des années, depuis 88, ainsi que ses enfants que je connais très bien, et toute cette famille qui est une famille vraiment exceptionnelle. Je leur présente mes sincères condoléances. Maintenant, je vais à l'objet de votre question. Je me trouve à Bruxelles. Vous savez, j'ai toujours vécu à Bruxelles. Il y a ma famille qui est à Bruxelles. Ça, c'est incontestable. Mais dans le cas de mes fonctions, actuellement, de vice-ministre aux Finances, je me retrouve à transit ici à partance pour Bogota, la capitale de la Colombie. Pourquoi je vais à mission officielle à Bogota? C'est dans le cadre du conseil d'administration de l'ITIE. ITIE, c'est quoi? C'est l'initiative Transparence des industries extractives. Quelles sont les industries extractives dont il s'agit? Il s'agit des industries minières, des industries productrices du pétrole et des industries du bois. Or, notre pays, comme vous savez, est un pays producteur de toutes ces ressources naturelles. Il est tout à fait normal que la République démocratique du Congo soit membre de l'ITIE. L'ITIE a comme objectif non seulement de combattre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans certains pays qui sont les pays membres, mais aussi combattre la fraude des ressources naturelles. Donc c'est la raison pour laquelle dans notre programme du gouvernement qui tient à redresser rapidement l'économie de notre pays, nous devons combattre tout ce qui se passe des frauduleux dans le secteur des minerais, du pétrole et de l'exploitation du bois. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'aller à Bogota et je serai de retour dans une semaine pour reprendre mes fonctions à Kinshasa. Docteur Loseke, vous travaillez comme si rien n'était, mais en principe, votre gouvernement devrait déjà démissionner. D'ailleurs, le président Kabila demande déjà à l'opposition de lui proposer de démissionner. Je crois que vous n'êtes pas bien informé. Vous travaillez comme si c'est avec des projets à long terme. Vous n'êtes pas bien informé. Vous savez, la primature n'est pas vacante. Pour que cette primature soit vacante, il faut ou bien M. Sami Badibanga démissionne volontairement et laisse ce poste vide, ce qu'il ne fera pas. Il n'a pas envie de le faire. Nous travaillons bien, nous engageons des résultats sur le plan
économiques qui sont des résultats très très favorables par rapport à des gouvernements qui nous ont précédés. Donc il n'y a aucune raison sur ce plan-là que M. Sami Badibanga démissionne, d'autant plus que nous sommes en train de donner les moyens à la CENI pour organiser les élections dans le délai. Donc que ce soit le président Kabila ou nous n'avons aucune raison de libérer la primature et encore moins que le gouvernement démissionne. La deuxième raison qui peut provoquer la vacance de la primature, il faut qu'il y ait une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Or, pour cette motion de défiance, d'abord, il faut qu'il y ait 125 signatures de députés, il faut qu'on récolte 125 signatures, ce qui n'est pas une mince affaire. Ensuite, que la motion soit débattue au sein du bureau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale et que cette motion soit adressée au Premier ministre qui aura 48 heures pour venir se défendre au niveau de l'Assemblée nationale et une fois qu'il s'est défendu, il faudra que l'Assemblée vote sa déchéance à bulletin secret avec une majorité absolue. Ça veut dire 251 voix qui doivent être contre lui pour qu'il quitte la primature. Donc quand vous analysez cette procédure, elle n'est pas facile et elle est périlleuse. Même le président Kabila ne s'y risquerait pas. En outre, le président Kabila n'a pas le pouvoir de demander la démission de M. Kabila. Sauf le président Kabila n'a pas le pouvoir, excusez-moi, de demander la démission de Sami Badibanga. Pour la simple raison, c'est que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le Parlement a un rôle à jouer et lorsqu'il a été investi par le même Parlement, comme dans son cas de Sami Badibanga, avec 325 députés qui ont voté pour son investiture, il faut que les mêmes puissent aujourd'hui lui demander de quitter son poste de Premier ministre, ce qui n'est pas chose facile. Nous allons voir, vous m'informez que le président Kabila aurait demandé à ce qu'il puisse, à l'opposition, je ne sais pas laquelle, nous en parlerons tout à l'heure, aurait demandé à ce qu'on présente un nom. Bon, nous allons voir. Nous allons voir, moi je suis curieux, mais nous, en attendant, nous travaillons comme si rien n'était et les choses se passent comme sur les roulettes. Nous allons y revenir, mais est-ce que vous allez profiter de votre présence en Belgique pour visiter Mama Marthe ou voir le corps de Tshisekedi, car vous étiez très proche de la famille, très proche de Tshisekedi jusqu'à la dernière minute. D'autres disent que vous avez trahi. Non, je ne peux pas trahir un frère. Pour moi, le président Tshisekedi était un frère. Il faut que je donne des précisions à votre téléspectateurs ou à vos auditeurs. J'ai connu le président Tshisekedi en 1988, dans le cadre de mes fonctions de médecin neurologue. Et cette visite, cette rencontre avec le président Tshisekedi en 1988 m'a coûté la prison. Ensuite, je suis sorti de la prison, le président Tshisekedi lui aussi est sorti de la prison Makala et mis en résidence surveillée. Je suis une des rares personnes qui l'a visité régulièrement, de 88 à 90, lorsque le président Mobutu a prononcé son discours de démocratisation, de libération démocratique le 24 avril. Donc, pendant cette période-là, j'étais une des rares personnes qui visitait le président Tshisekedi. Ensuite, il m'a donné un véritable coup politique. C'est lui qui m'a donné goût à la politique pendant cette période. Et depuis lors, on est resté attaché pratiquement jusqu'à sa mort. Vous savez que lorsqu'il a eu à former les 2 ou 3 gouvernements qu'il a formés, je n'ai jamais eu besoin de remettre mon curriculum vitae et j'étais toujours dans son gouvernement. J'ai toujours été, même n'étant pas de l'UDPS, en tant que société civile d'abord et en tant que membre de l'UDI, l'ancien parti Union de démocrates indépendants, j'étais toujours proche du président Tshisekedi. Même jusqu'au moment
lors des élections de 2011, nous étions ensemble. Et je me souviens, lorsque nous étions à Washington, avant les élections, en octobre 2011, il m'a demandé qu'après les élections, d'adhérer à l'UDPS pour qu'on puisse créer un autre dynamisme pour la gestion du pays. Donc, j'étais à la fois, pour lui, jeune frère et un combattant particulier, parce que lui, il me disait que je suis presque la seule personne qui parlait avec lui du pouvoir. Les autres étaient des combattants, mais moi, je lui disais qu'il faut tout pour accéder au pouvoir dans les délais. C'est ainsi qu'après les élections de 2011, il m'a confié la tâche de coordonner les combats pour l'impérium. Et vous le savez très bien que j'ai sillonné à travers le monde. Pour ceux qui ont eu l'occasion de me voir, je suis allé un peu partout pour parler de l'impérium. Donc, rien que tout cela, vous comprenez que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et il me considérait comme son jeune frère. Donc, avec cet état-là, je ne pouvais pas et je ne peux pas le trahir. Je vais revenir sur mon entrée au gouvernement Badi Banga tout à l'heure. Mais puisque vous m'avez posé la question de rendre visite à Maman Marthe, je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup de temps pour aller la voir, puisque nous attendons l'arrivée de la dépouille mortelle, les 11 à Kinshasa. Je vais écourter mon séjour en Amérique latine pour rejoindre Kinshasa pour que nous soyons aux obsèques. D'autant plus que c'est à mon niveau que la coordination gouvernementale de la préparation des obsèques et des aspects sécuritaires se passe. Je suis désigné officiellement par le président, par les gouvernements, de coordonner ces actions-là, et j'ai sous ma responsabilité tous ces services-là. Donc, le jour que le corps arrivera à Kinshasa, je serai là et nous allons faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de dérapage. En plus de ça, ce sera pour moi l'occasion au pays de présenter mes condoléances, non seulement à Maman Marthe, qui est pour nous vraiment une maman, qui est éprouvée, nous compatissons à sa douleur, mais aussi à sa famille biologique. Au pays, vous le savez si bien, les militants de l'UDPS, les militants demandent que les gouvernements Badi Banga puissent être loin des obsèques. C'était même la volonté, je crois, de la famille. Ah, je ne sais pas si c'est la volonté de la famille. On dit beaucoup de choses sur cette famille, ce qui n'est pas vrai. On ne peut pas, nous plairons tous pour nous, notre héros, puisque je les considère ainsi. On ne peut pas commencer à sélectionner des gens pour venir à un deuil. C'est un moment de douleur, un moment de tristesse pour tout le monde. Nous y serons. Les fameux combattants là ne sont que des anarchistes, des gens qui ne comprennent rien au combat du président Tshisekedi, et nous les mettrons à l'abri des nuits. Qu'en est-il de votre suspension à l'UDPS? Bon, vous posez bien cette question. Eh bien, j'ai été surpris par cette suspension qui est tout à fait injustifiée et illégale. Illégale, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été faite selon les textes qui régissent l'UDPS, les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle a été faite sans m'attendre. Parce que pour être suspendu, même provisoirement, il faut que la personne présente ses moyens de défense. C'est ce qui est prévu dans nos statuts. Je n'ai pas été attendu et on m'a suspendu illégalement et irrégulièrement. Je suis parti, j'ai présenté mes moyens de défense conformément au statut devant la commission de discipline qui m'a lavé de toutes les charges portées contre moi. Et je suis tout à fait lavé de toutes les charges. Il restait qu'on me rétablisse dans mes prérogatives, dans mes droits, et surtout moralement, que l'opinion sache que je n'ai commis aucune faute répréhensible. On m'a reproché quoi? D'abord, d'avoir tenu une réunion qui aurait
conduit à la récolte de fonds ou quoi pour l'UDPS. Mais je vous dis que cette réunion s'est passée lors de la passation du pouvoir entre l'ancien secrétaire national aux relations extérieures, Félix Tshisekedi, et moi-même. Je n'étais pas seul. Cette réunion, il y avait tous les staffs qui composaient le cabinet de Félix Tshisekedi et aussi les miens. Nous étions en réunion et on a organisé ce jour-là une conférence téléphonique avec tous les représentants. La décision des mobilisations de fonds pour le 19 décembre 2016 était prise collégialement et collectivement. Et ces fonds devaient aller à un compte qui existait depuis toujours, dont les gestionnaires sont Félix Tshisekedi et moi-même. Donc ce compte est connu, était ouvert à la demande du président. Donc je ne vois pas ce qu'on m'a reproché, puisqu'on aurait prétendu que c'était un compte inconnu. Mais M. Kaboun, lorsqu'il a pris le pouvoir, il aurait dû avoir l'intelligence de s'informer sur ce qui se passe, savoir ce qui existe, au lieu d'écrire des bêtises dans des documents officiels. Même l'entourage du président, tout le monde a déploré cette bêtise-là. Il n'y avait rien, même Félix, que j'ai eu au téléphone et des visus, après ma suspension, a dit que non, 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 il n'a pas été consulté, c'était une erreur, c'est faux. Il l'a dit. Donc il me l'a dit comme si c'est confondé en excuse. Mais l'autre charge qui était portée contre moi, c'est le fait d'aller saluer Sami Badibanga. Pasteur Bobo, je vous informe que depuis que Sami Badibanga avait été nommé Premier ministre, il n'y a eu aucun communiqué officiel, aucune protestation de la part du parti. Nous avons un porte-parole. Est-ce que vous avez attendu quelqu'un dire que l'UDPS est contre la nomination de M. Sami Badibanga? On a prétendu qu'elle était... Pardon? C'était Bruno Tshibala à l'époque, porte-parole. Non, 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 non. C'était déjà l'actuel porte-parole, M. Kabouya, Augustin Kabouya. C'est lors de... Nous étions déjà en place, notre exécutif. Et le porte-parole, c'est M. Augustin Kabouya. Bon, il n'a jamais fait de communiqué pour dire qu'on était contre le gouvernement Badibanga. On a prétendu que M. Badibanga, on l'ignorait. Pourquoi? Parce qu'il était auto-exclu de l'UDPS. Mais regardez dans nos statuts, la sanction d'auto-exclusion n'existe pas. Et en plus, M. Badibanga est toujours, jusqu'à aujourd'hui, membre de l'UDPS comme nous tous. Tant qu'on n'a pas été formellement exclu du parti, on est membre de l'UDPS. Il faut respecter les statuts, nos textes. Nos textes sont bien écrits et sont bien écrits. Nos textes sont vraiment très clairs. Lorsqu'on veut sanctionner quelqu'un, il y a une procédure. Il y a un barème de sanctions, il y a une procédure en amont, et la seule personne qui devait à l'époque exécuter la sanction prévue par la commission de discipline, c'est le président du parti. Cela n'a jamais existé. Les députés de l'UDPS n'ont jamais été exclus du parti. Au contraire, c'est eux qui sont les pourvoyeurs des fonds en partie pour l'actuel exécutif. Donc, cette confusion-là fait qu'on ne sait pas qui fait quoi et qui a tort et qui a raison. Pour le moment, ce que je peux vous dire, et ça il faut retenir, et je l'ai dit pour l'opinion en général, personne n'a été formellement exclu de l'UDPS. Que ce soit les députés de l'UDPS, que ce soit votre serviteur, que ce soit Badibanga, parce qu'il était le président du groupe parlementaire, personne n'a été exclu de l'UDPS. Donc, nous sommes là, nous aimons cette UDPS, nous allons, en mémoire du président Tshisekedi, nous allons reconstruire l'UDPS pour qu'il soit forte comme avant. Monsieur Loseke, pendant qu'on voulait vous rétablir directement, vous
vous entrez, vous rejoignez Badibanga, parce que vous étiez l'une des personnes avec un discours radical, un discours fort, où vous demandez l'argent pour faire pression à Kabila. Je me rappelle de votre avant-dernière émission au micro du pasteur Bobo. On a fait beaucoup d'émissions. Un radical, directement, vous changez de position, vous entrez dans le gouvernement Badibanga. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans ces gouvernements-là? Parce qu'on voulait déjà vous réhabiliter à l'UDPS. D'abord, je voudrais vous signaler que le gouvernement Badibanga est un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous parlez de mon discours radical. Et ce discours reste toujours de mise jusqu'à aujourd'hui, même à l'intérieur du gouvernement. Et mon discours n'injurie personne. Hein, ce n'est pas un discours injurieux à l'endroit de qui que ce soit. C'est un discours d'objectivité, un discours qui consiste à apporter le changement dans ce pays, dans la manière de gouverner, dans la manière de respecter les droits de l'homme et dans la manière de nous amener vers un état de droit. Je le défends partout où je suis, même actuellement dans le gouvernement Badibanga. Vous parlez de mon entrée au gouvernement Badibanga. Je vais vous dire quelque chose qu'on n'a jamais dit à l'opinion et qui est réel, parce que j'étais secrétaire national aux relations extérieures et j'avais devant moi tout l'environnement politique et diplomatique international. Nous étions à l'approche de la date du 19 décembre, qui était la date fatidique, où nous disions tous que le président Kabila devait quitter le pouvoir, puisque son mandat, c'était le dernier mandat qu'il avait, et ce mandat expirait le 19 décembre à minuit. Nous étions à un mois de cette date. Nous étions reçus, et Félix ne me trahira pas, nous étions reçus par de nombreux diplomates, et pas des moindres, et qui proviennent des puissances occidentales, qui nous ont dit que la logique de la confrontation était révolue. Nous ne voulons plus revoir les scènes qu'on a vécues le 19 ou le 20 septembre. On nous a dit de la manière la plus claire possible et de la manière la plus ferme possible qu'on n'était plus dans cette logique de confrontation. Il faut passer à la cohabitation. Cohabitation qui consistait à partager le pouvoir et aller aux élections le plus rapidement possible avant la fin de 2017. Nous avons transmis ce message au président Tshisekedi. J'ai fait beaucoup de notes diplomatiques pour informer le président Tshisekedi que nous étions, nous de l'UDPS, menacés d'isolement diplomatique si nous continuons dans la logique de la confrontation. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas attendu, moi, on ne m'a pas suivi. Nous avons eu une réunion de l'exécutif du parti à Kinshasa où la majorité a levé l'option pour la logique de la cohabitation, étant donné que depuis 35 ans de lutte, le peuple n'a pas amené M. Tshisekedi au pouvoir. Donc il fallait mettre beaucoup d'intelligence pour se placer dans une situation où nous pourrions préparer les élections qui allaient venir avec comme promesse M. Joseph Kabila, président de la République, ne se présenterait plus. Il ne pouvait pas faire des référendums constitutionnels pour modifier la Constitution, et ensuite il laissait la primature à l'opposition. C'était le schéma qu'on a demandé à l'époque à la Senco de nous présenter pour que nous puissions faire des concessions mutuelles entre la majorité présidentielle et nous. Et avec comme résultat logique, ou comme position tout à fait logique, que le président Kabila reste au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. C'est le schéma qui était le schéma occidental au moins un mois avant le 19 décembre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des votants en guerre qui sont à l'UDPS, qui disaient au président Tshisekedi que non, pour nous, il faut absolument mobiliser le peuple pour chasser le président Kabila
du pouvoir. Comme vous le voyez, lorsqu'on analysait le rapport des forces à l'époque, nous n'étions pas préparés du tout pour le 19. Il n'y avait rien sur le terrain, aucune mobilisation. Nous avons fait le tour de Kinshasa, on nous a répartis en commission pour aller dans des districts, dans des fédérations de Kinshasa. Nous avons eu l'écho défavorable que si nous essayons de mettre les gens dans la rue le 19, il allait y avoir des sérieux problèmes qui auraient pu entraîner même des arrestations au sein de notre parti. Et à Kinshasa, lorsque vous êtes arrêté, vous êtes à Makala, vous êtes isolé et ce n'est pas une solution, une situation acceptable. Nous avons, la majorité était pour la cohabitation. Donc moi, je devais défendre cette position jusqu'au bout. Malheureusement, devant moi, on m'a barré la route pour que je puisse expliquer cette situation. Non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur la réalité du terrain à Kinshasa particulièrement. Donc, j'ai compris par là, j'ai envoyé un message au président que je n'étais plus sur la logique de confrontation, j'étais sur la logique de la cohabitation. C'est comme ça que j'ai rejoint le gouvernement Baliba. Ce qu'on peut me reprocher, c'est quoi? C'est d'avoir vu clair plus tôt et d'avoir eu raison trop tôt. Pourquoi? C'est ce qu'il faut maintenant avec la SENCO. C'est la cohabitation, non? Il demande au même président Kabila de les nommer qui a la primature, qui a un autre poste. Donc, qui a trahi quoi? Qui est le traître dans tout ça? Et c'est l'OCK traître ou bien ceux qui cherchent à devenir Premier ministre de Kabila? Ils ne trahissent pas? D'après vous, ils ne trahissent pas? Qui est très très bonne question, docteur Loseke. Que répondez-vous à ceux qui disent que Loseke est docteur, médecin très proche de Tshisekedi? Vous connaissez bien les dossiers. Vous et docteur Oli Ilunga, très très proche des deux médecins, très proche de Tshisekedi. Vous connaissez bien les dossiers. Vous avez amené les dossiers médicaux du docteur Etienne Tshisekedi et vous l'avez amené chez Kabila. Que répondez-vous à... Ce sont des bêtises. Moi, je ne répondrai pas à cette question. Je ne réponds. Ce sont des bêtises. Des gens qui parlent qui parlent de la manière que vous m'expliquez là, ne peuvent avoir aucune considération pour moi. Deux médecins très proches. C'est vrai qu'on a été proches. Vous connaissez bien sur l'état de santé? Mais c'est vrai qu'on a été proche du président Tshisekedi et nous deux, on a eu à s'occuper de sa santé. Mais ce n'est pas une raison que nous, on ne veut pas entrer dans un gouvernement pour prouver ce dont nous sommes capables. Nous avons fait des études, et pas les moindres, pour travailler pour notre pays. Notre pays a besoin de nous. Et nous avons choisi le moment, je viens de vous expliquer, où l'environnement diplomatique international était hostile à la confrontation. Et certaines personnes de l'UDPS étaient pour la confrontation, sans y croire d'ailleurs, sans y croire. Ils étaient pour la confrontation seulement pour agiter certains combattants, mais sans y croire, parce que ça n'aurait amené à aucune prise de pouvoir. Donc, nous étions logiques avec nous-mêmes. Nous nous sommes concertés, nous avons dit, nous avons beaucoup travaillé dans notre domaine, qui est le domaine médical, et nous avions l'expertise à mettre à la disposition de ce pays. Et moi, en tant que professeur d'université, médecin neurologue, et avec ma longue carrière, j'avais de quoi à faire prouver à mon pays que je pouvais servir ce pays sans nécessairement demander à qui que ce soit. Pris le soin d'informer le président Tshisekedi qui a dit que si vous prenez vos responsabilités, bon, c'est votre droit, mais vous mettez fin à vos carrières médicales respectives, ce que nous avons réellement confirmé au président Tshisekedi de son vivant. Ensuite, nous lui avons dit que nous ne prenions que des congés par rapport
à nos responsabilités respectives à Bruxelles, que ce soit le docteur Ilunga et moi-même. Et comme vous avez appris, mon confrère, malheureusement, a eu la mauvaise nouvelle de perdre de son épouse il y a 2 jours. Je lui présente toutes mes condoléances. Ça ne fait pas l'objet de cet entretien, mais au moins, puisque je cite son nom, j'ai l'obligation de lui présenter mes sincères condoléances pour le triste événement qui lui est arrivé. Quand votre collègue au gouvernement, Woli Mesheki, avait déclaré que Tshisekedi ne va pas retourner, il était à 100% sûr que Tshisekedi n'allait pas retourner. On a dit que peut-être Woli Mesheki avait écouté les Oli, les docteurs Loseke, il savait clairement que cet homme n'allait pas. Ça n'a rien à voir. Écoutez, Pasteur Bobo, vous devez nous poser des questions vraiment qui puissent faire avancer les choses. Pas n'importe des questions farfelues qui viennent de n'importe qui. Bon, je vais vous dire ceci. Le président Tshisekedi est parti de Kinshasa en très bonne santé. Il arrive à Bruxelles, il devait subir tous les checks, tous les examens en rapport avec son check-up médical habituel. Sûrement que lors de ce check-up, on a estimé qu'il devait subir une intervention chirurgicale. Et je vous informe qu'en médecine, il n'y a pas d'intervention chirurgicale mineure. Toute intervention chirurgicale comporte un certain risque. Il a été opéré. Les chirurgiens, avec le staff médical, ont estimé qu'il fallait une anesthésie générale, mais une anesthésie générale comporte aussi des risques. Donc ce qu'il a eu comme accident, ici médicalement appelé embolie pulmonaire, est un accident qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel type de chirurgie, pour autant que les précautions de base soient prises. Mais je vous informe tout de suite que tout médecin a l'obligation des moyens et pas des résultats. Vous venez vous faire soigner chez moi, j'ai l'obligation d'utiliser les moyens technologiques et toutes les connaissances actuelles en médecine, mais je ne garantis aucun résultat. Donc ça, vous devez le savoir. Ce qui est arrivé, c'est un accident qui peut arriver à n'importe qui, même à un jeune homme de 10 ans. Donc ne remuons pas cette affaire-là comme si c'était une affaire de théâtre ou quoi. C'est une triste nouvelle. Ça, nous sommes éprouvés, le peuple congolais est éprouvé par le décès du président Tshisekedi. Nous essayons, nous le pleurons encore parce que nous ne l'avons pas encore mis à terre. Conduisons-les plutôt vers sa dernière demeure. Je crois que nous aurons fait vraiment ce qu'il nous faut et surtout, après son enterrement, perpétuer sa mémoire, son testament et les combats politiques auxquels il nous a menés après autant d'années. Nous devons pérenniser ces combats politiques. Nous vous rappelons que nous sommes avec le Dr Tarcisse Lusekene Malemba, vice-ministre des Finances du gouvernement Badi Banga. Vous parlez des élections, de l'argent des élections. On pourra vous poser cette question. Quelle est la situation des finances publiques de la République démocratique du Congo actuellement? Voilà. En bref, je vais vous dire ceci. Nous avons trouvé une situation des finances publiques qui était chaotique, avec un déficit budgétaire de plus de 600 milliards de francs congolais. Vous pouvez convertir à peu près 600 millions de dollars. Nous avons trouvé ce déficit avec une inflation qui galopait, avec les dollars qui s'échangeaient à 1300 francs congolais, avec un taux de croissance qui régressait chaque mois. Nous en sommes arrivés à autour de 2% des taux de croissance. Mais maintenant, après 2 mois, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place 28 mesures d'urgence pour la stabilisation
du cadre macroéconomique. Cette stabilisation passe par trois choses principalement. La première chose, c'est réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire nous réduisons de manière drastique toutes les dépenses, à l'exception des dépenses prioritaires, contraignantes et urgentes. Donc les dépenses dont, par exemple, la CENI est une dépense obligatoire et contraignante. Donc les salaires, policiers, armés et fonctionnaires sont des dépenses contraignantes. Il y en a d'autres, par exemple, une partie de la dette extérieure qu'il faut payer selon les accords qui ont été passés avec nos partenaires. J'en citerai d'autres qui sont des dépenses contraignantes. Donc, réduire drastiquement les dépenses publiques. Parce qu'il y avait beaucoup de robinets qui coulaient, il fallait les fermer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, combattre la corruption. C'est ce que nous faisons. Combattre la fraude et la corruption. Surtout au niveau des régies financières. C'est ce que nous faisons. Et ensuite, troisième élément capital, c'est la mobilisation à outrance des recettes. C'est ce que nous faisons. Donc nous sommes passés en 2 mois, je vous dis, de 600 milliards de déficit à 4 milliards. À chaque mois, janvier, février, nous avons eu un bonus important au niveau du trésor public. Donc, c'est pour vous dire que nous suivons de manière stricte le plan de trésorerie que nous avons mis en place et nous suivons le programme d'action présenté par le Premier ministre Badi Banga à l'Assemblée nationale et pour lequel il a obtenu l'investiture. Donc, nous sommes dans le bon. Après 100 jours, nous vous présenterons le bilan. Nous avons déjà les félicitations des institutions internationales et nous sommes dans le bon. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, ce sont des chiffres qui parlent, des chiffres qui sont réels et ces chiffres que l'on peut vérifier et vérifiables puisqu'ils sont publiés régulièrement. Donc, les finances publiques se portent mieux, mais nous devons encore faire plus pour qu'il y ait une véritable croissance dans ce pays et que cela se traduise par l'amélioration de la vie quotidienne de la population. Ça veut dire que si dans 6 mois, on peut espérer augmenter les salaires des militaires, des policiers, des fonctionnaires, c'est déjà une bonne chose. Et je vous dis qu'avec les décaissements que nous faisons, la CENI peut présenter un calendrier électoral tout à fait à l'aise et nous pouvons aller aux élections, que ce soit à la fin de 2017 ou en avril 2018, puisque ce sont les 2 dates qui sont prévues dans les 2 accords. C'est pas vous, 2017 c'est l'accord du 31 décembre 2017. C'est la même chose. Nous on est, moi je peux, les 2 accords. Il y a 2 accords qui sont toujours valables. Hein, les 2 accords sont valables, sauf que il n'y a que celui du 18 octobre qui est appliqué. Le deuxième est inapplicable pour le moment, puisqu'il n'y a pas d'arrangement particulier. Mais concrètement, au niveau des finances, docteur Tarsis Losek, seriez-vous prêt à organiser les élections présidentielles en RD Congo quand, concrètement? Je peux vous dire, je viens de vous dire, vous ne me suivez pas apparemment, je viens de vous dire que même pour décembre 2017, on peut organiser les élections, même l'élection présidentielle, en fonction des décaissements que nous faisons actuellement pour la CENI. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la même CENI termine l'enrôlement en juillet. Et il peut y avoir une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour adopter la loi sur la répartition des sièges. Donc tout le monde se mette à préparer les élections. Parce qu'il y en a qui sont distraits à la recherche des postes de primature ou quoi, mais nous travaillons. Nous travaillons comme si rien n'était et il y aura des élections à fin 2017 si tout le monde est d'accord. Mais nous sommes prêts à aller aux élections, même en 2017, si
bien sûr, la CENI présente un calendrier électoral en rapport avec cette date-là, puisque l'accord du 31 décembre ne prévoit pas un calendrier électoral. Il n'a pas prévu un calendrier électoral contraignant, uniquement une date floue de la fin 2017, sans préciser, sans être précis sur la date effective de l'élection présidentielle. Mais quelle que soit la date, on peut organiser les élections à la fin de 2017. Je vous l'ai dit de manière ferme, les finances publiques actuelles sont telles que l'évolution permet l'organisation des élections à cette date. Bien que votre collègue du budget avait dit le contraire, mais personne n'avait donné au gouvernement Badi Banga, même une semaine, 2 semaines. En vous écoutant, très à l'aise, vous parlez de bientôt 100 jours. 100 jours. Et puis, en écoutant votre projet, aujourd'hui, j'ai encore suivi Badi Banga qui recevait des émissaires. Vous projetez même à faire des actions sociales, à construire des maisons sociales. Où allez-vous trouver tout cet argent? Non, vous savez, première chose, vous dites qu'on est à l'aise. Oui, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise, imperturbables. Une semaine, ça va tomber, 2 semaines, ça va tomber. Oui, mais c'est dans les rêves. 100 jours. C'est dans les rêves de certaines personnes et aussi des jaloux. Moi, on a dit, ah oui, j'ai pleuré parce que j'ai appris que j'allais quitter le gouvernement. Je suis là devant vous, je suis tout à fait à l'aise. Et puis, même si j'ai quitté le gouvernement, je ne veux pas être au chômage. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'est garanti. Parce que vous avez déjà 11 places. 11 places de quoi? On vous a donné 11 ministères dans les nouveaux, au cas où Félix ou Katebe Katoto ou quelqu'un d'autre prenait la primature. Nous n'y sommes pas. Vous avez 11 ministères. Nous n'y sommes pas. Garantis. Le chemin est encore long. Bon, on verra. Qui vivra, verra. Le chemin est encore long. Mais je reviens sur ce que vous disiez ici. Où allons-nous trouver l'argent pour construire des immeubles pour les habitants et d'autres projets? Mais je vous dis, quand on gère bien, les investisseurs viennent. Nous gérons bien, donc les gens nous font confiance et demain vous verrez qu'on est inondé de demandes d'investissement, puisque nous devons améliorer le climat des affaires. C'est ce que nous sommes en train de faire, rassurer ceux qui veulent investir. Je viens de Paris où j'ai rencontré des personnes qui veulent investir dans le pays, dans l'agriculture et dans les mines. Dans les régions où les gens ne vont pas encore, comme l'Équateur, les Kasaï, ou certaines parties du Kasaï, où les gens veulent aller exploiter des minerais ou le pétrole. Donc, vous voyez que nous sommes dans le bon et nous n'allons pas quitter ce cap-là. Les gens vont venir et nous sommes à l'aise parce que nous travaillons pour le pays, vous savez, ce n'est pas pour nos intérêts personnels. Nous travaillons pour le pays et je ne sais pas si ceux qui veulent nous remplacer ont un autre discours que celui que je vous tiens pour le moment. Mais nous sommes là, on est tout à fait à l'aise, nous travaillons de manière imperturbable. Mais que se passe-t-il, docteur? Vous êtes au gouvernement, la primature c'est à l'opposition, mais il y a des massacres. Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde où on massacrait à bout portant des femmes, des enfants sans armes, ou les massacrait. Des adeptes du bout du Congo aussi, c'était un peu compliqué. Vous venez aussi d'arrêter votre collègue opposant, Némon Dassemi, mais c'est l'opposition qui est au pouvoir. C'est l'opposition qui gouverne. On ne comprend pas. Que se passe-t-il? Bon,
il faut que j'apporte des précisions à tout ce que vous dites. Parce que vous mélangez tout, ça n'a pas de sens. Il faut avoir un esprit de discernement. Nous sommes un gouvernement d'union nationale, je le précise. Ce n'est pas l'opposition qui arrive au pouvoir, non. C'est un gouvernement d'union nationale. Dirigé par un opposant. Oui, par un opposant membre de l'UDPS. Le gouvernement est responsable de la sécurité. Il doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Lorsqu'il y a certaines personnes qui cherchent à mettre à mal la sécurité de ce pays, ils doivent répondre de leurs actes, soit devant la justice, soit devant d'autres instances pour lesquelles ils sont obligés de répondre. Le cas de Mwanda Semi, vous avez suivi, c'est un problème, un fait divers d'ailleurs, qui est interne à son parti. Il voulait lui-même remplacer son secrétaire général, qui est actuellement vice-ministre dans notre gouvernement. Au lieu de régler ces problèmes pacifiquement, il a voulu en faire une affaire personnelle et créer une insurrection d'une partie de la République. Nous sommes un gouvernement responsable, nous ne pouvons pas accepter des choses pareilles. Et il devait répondre de ses actes. Il a organisé des troubles au Congo central qui ont entraîné des dizaines de morts pour des raisons personnelles et égoïstes. Nous sommes un gouvernement, je viens de vous dire, responsable. Ce sont des actes intolérables. Comme il y a eu mort d'homme, il doit en répondre devant la justice. On n'a pas voulu l'inquiéter. Lui-même s'est enfermé dans un bunker chez lui à Kinshasa avec des centaines de personnes qui sont ses adeptes. La police n'a pas voulu faire une intervention musclée pour éviter ce que tout le monde voulait déplorer. Il n'y a pas eu mort d'homme, il y a eu quelques blessés, dont parmi les policiers, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'il avait des armes, on ne sait pas comment, mais il avait des armes avec lesquelles il a tiré sur les policiers, dont certains policiers étaient blessés. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui était visible. Donc, plutôt qu'il y ait un bain de sang, on a joué à la patience pour l'arrêter le moment venu, et M. Mwanda Semi répondra de ses actes. Certaines personnes mal informées vont dire « Ah non, on arrête un opposant, on fait ceci ». Mais ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on peut se permettre n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'aller chez moi à Katakokombe, créer une révolution, provoquer une milice pour combattre les policiers. Ça ne peut pas se faire. Il existe des lois et les lois doivent être respectées. Vous me parlez d'une vidéo qu'on aurait montrée dans les réseaux sociaux où les militaires tiraient sur la population. Vous savez, on a déjà vu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Moi-même, je n'ai pas vu la vidéo, je ne peux rien dire. Mais selon ce qu'on m'a dit, il y a quand même, lorsqu'on visionne bien la vidéo, il y a des incohérences qui font que ça peut être un montage. Mais je n'en sais rien, je n'ai pas de commentaires à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est déterminé à mettre fin à des troubles qui se passent au niveau du Kasaï central, Kasaï oriental et même au niveau de l'autre province du Kasaï, avec ce qu'on appelle la milice de Kamwena Sampu. Parce que ça ne sert à rien de continuer à créer l'insécurité dans ce coin alors que la population n'aspire qu'à vivre dans la sérénité la plus souhaitable que possible. Moi-même, j'ai discuté avec tous les gouverneurs du Kasaï.
lors de la commission qui prépare les obsèques du président Tshisekedi, tous m'ont dit que c'était des personnes manipulées par certains leaders politiques en mal de positionnement. Et ça a été prouvé qu'il s'agit, il y a des leaders, notamment les élus du peuple, qui manipulent cette population. Donc c'est un dossier qui est en cours, nous allons suivre ce dossier-là, mais il ne faudra pas qu'on donne l'impression qu'au Congo, il n'y a que l'insécurité, il y a des coins où on vit bien, où la paix règne, et nous pensons qu'avec les 2450 km² du territoire national, il y a des coins où on peut prospérer et vivre en paix. Pour terminer, on peut parler du rassemblement. On était avec vous à Genval. Je me rappelle, on a fait une interview à Genval. Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, Bruno Tshibala vient d'être exclu de l'UDPS. On voit Katebe Katoto réhabilité de l'AR, Deli Sissanga suspendu avec Bertrand Ewanga. Donc on voit, on dit les jeux des chaises musicales, l'implosion du rassemblement. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au niveau du rassemblement? Vous étiez avec nous à Genval. Vous savez, Pasteur Bobo, c'est triste ce qui se passe au rassemblement. C'est triste pour la simple raison, c'est que le positionnement de certaines personnes pour leur avenir politique, leurs positionnements sont en train de torpiller totalement l'opposition qui avait une certaine crédibilité, je dirais même une crédibilité sûre lors du vivant du président Etienne Tshisekedi. Moi qui vous parle, et l'abbé Théo Chilomba ne me démentira pas, nous avons passé des nuits blanches avec le président Tshisekedi pour initier cette idée de l'opposition unie. Parce qu'on ne voulait pas que l'UDPS soit le seul parti à mener la lutte pour l'alternance le 19 décembre. Nous avons voulu qu'il y ait d'autres avec nous, la dynamique de l'opposition, les G7, l'AR, les alliés de l'UDPS. Nous voulions tous être ensemble pour mener la lutte pour l'alternance au 19 décembre 2016, excusez-moi. Donc, le rassemblement avait deux objectifs. Le premier, c'est le respect de la Constitution en ce qui concerne l'article 70, deuxième alinéa. Ça veut dire que le mandat du président Kabila a expiré le 19 décembre et c'était son dernier mandat qui expirait à cette date-là. Il fallait, c'est prévu dans la Constitution, et notre combat était de faire respecter la Constitution en ce qui concerne cet article-là. Deuxième objectif, c'était l'alternance à la date du 19 décembre. En d'autres termes, le 19 décembre, il devait y avoir de n'importe quelle manière, que ce soit par les combats diplomatiques ou par la mobilisation populaire et tout, qu'on amène notre leader au pouvoir, notre leader, bien sûr, le feu Etienne Tshisekedi, qu'on l'amène au pouvoir à la date du 19 décembre. Voilà que les deux objectifs n'ont pas été atteints. Donc nous sommes là, nous étions devant une situation où il fallait se rendre à l'évidence qu'il fallait cohabiter. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que nous avons vu trop tôt qu'on finira par la cohabitation. Quelle que soit la situation, parce que les rapports de force, c'est tel que la cohabitation devait inévitable et même sur le plan international, c'était acquis. Mais seulement, ceux qui sont venus au rassemblement avec un agenda caché sont en train de noyauter le rassemblement
avec une telle mainmise sur d'autres structures du rassemblement, notamment sur l'UDPS, sur les alliés et d'autres, pour s'accaparer du rassemblement. Et ces personnes, ces groupements-là, sont ceux qui soutiennent un candidat déclaré à la présidence. Et nous sommes contre cela. Moi, je suis d'accord avec Bruno Tshibala, avec Valentin Mobak, avec Jean-Pierre Lissanga, Bonganga, pour réfuter la restructuration qui a été opérée au niveau du rassemblement. Quelle est cette restructuration? On met un président politique qui est une coquille vide et il y a un président du comité de sages, du conseil des sages, qui est quelqu'un qui était très proche du président Kabila à 2016, à 2011, et parmi eux, les gens qu'on place sont même des gens qui nous ont fait mal. Parce que c'est eux qui ont modifié la Constitution en 2011 pour qu'on passe de 2 tours à 1 tour et que le président Kabila gagne les élections dès le premier tour. Ils nous ont fait tellement du mal, nous qui avons vu de toutes les couleurs dans l'opposition, et qu'eux, ils arrivent après 2 ans d'une opposition, ils sont passés par la blanchisserie de l'UDPS, ils deviennent des opposants, ils prennent des postes. C'est inadmissible et ça ne passera pas. Ça ne passera pas, je vous dis. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, leur objectif ne s'arrête pas au rassemblement. C'est l'implosion de l'UDPS qu'ils cherchent, qui va être fragmentée. C'est ce qui se passe avec la suspension de M. Tshibala. Mais je ne suis pas informé de cette exécution. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas l'exécution, mais l'exclusion. Je ne suis pas bien informé. Est-ce qu'il est exclu de l'UDPS ou du rassemblement? Je n'en sais rien. Exclu de l'UDPS. Exclu de l'UDPS, vous me le dites. Mais par quelle procédure? Quelle procédure? D'abord, il y a une structure provisoire. Vous savez, moi, je suis vraiment attristé. Attristé par le fait que nous avons notre président, que nous pleurons actuellement. Nous ne l'avons pas encore enterré. Mais il se passe une situation inadmissible et une situation inouïe, et je dirais même machiavélique, à ce moment précis. La famille politique du président Tshisekedi est en train de faire des choses comme si nous avons oublié totalement que nous venons d'être frappés par une triste nouvelle, par un événement douloureux que nous n'avons pas encore totalement terminé, puisque nous cherchons encore à l'enterrer et à organiser des funérailles dignes de ce nom. C'est vraiment inadmissible. Et pour cela, je vous dis ceci. Ceux qui cherchent à créer cette situation en profitant du décès du président Tshisekedi pour faire l'OPA sur l'UDPS ou provoquer l'atomisation de l'UDPS, nous allons nous occuper d'eux. Nous savons qui sont à la base de ça. Ce sont nos ennemis d'hier qui, à peine moins de 2 ans dans l'opposition, sont en train de torpiller cette opposition en essayant de s'en accaparer de la manière la plus, que je qualifie, la plus machiavélique possible, et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On vous suit, docteur Taxino. Ici, vous fustigez le Félix Tshisekedi de collaborer avec Pierre Lombi, qui a travaillé il n'y a pas longtemps avec Kabila. Or, vous-même, maintenant, vous travaillez avec Kabila. On pourra vous rétorquer, vous reposer la question. Qui tire les ficelles? On ne comprend pas. Est-ce que c'est le gouvernement Badibanga qui travaille pour faire exposer le rassemblement, ou c'est Kabila lui-même, ou bien c'est l'amateurisme de nos opposants? Question. Pasteur Bobo, je vous invite à réfléchir froidement. Je viens de vous dire
je vous parlais de ma situation personnelle. Je suis entré dans un gouvernement d'union nationale par stratégie pour préparer les élections. Et si tout le monde avait réfléchi pour moi, il n'y aurait pas eu des Senco ou tout ça. On serait tous, puisque nous sommes dans la logique de la cohabitation. Vous allez me dire que si Kabila nomme Félix Tshisekedi demain Premier ministre, Félix a trahi. C'est ce que vous voulez me dire. Logiquement, à vous suivant, c'est que lui, il va trahir demain. Qui trahit et qui ne trahit pas? Vous pouvez me répondre à cette question-là? Vous ne pouvez pas me répondre, pour des raisons que je connais. Mais je vais vous dire ceci. Nous sommes tous dans la logique de la cohabitation pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, pour que le meilleur soit élu et vienne au pouvoir après ces élections. Mais, pour le moment, cette opposition, rassemblement, ne parle ni des élections, ni du peuple, ni de l'état de droit, encore moins du combat que le président Tshisekedi nous a légué. C'est la course au pouvoir et au positionnement. C'est machiavélique, c'est inadmissible. Donc vous parlez de trahison, mais c'est un mot que vous ne mettez pas vraiment dans son contexte. Les vrais traîtres, c'est qui? Ceux qui se battent actuellement pour se positionner, puisqu'ils seront nommés par le même président Kabila. Ils sont quoi? Ils ne sont pas des traîtres. Moi, je ne suis pas traître. Je suis fidèle à mes convictions que je défends toujours. Je suis entré dans ce gouvernement avec une stratégie, et je le fais au ministère des Finances, donner les moyens à la CENI pour qu'il y ait des élections, que je me fasse élire demain à une position où je prouverai au monde, à vous tous, que j'ai réellement une base. Parce qu'à l'époque, j'étais élu. Mais ce sont nos alliés actuels qui sont dans les rassemblements, qui m'ont arraché mon siège. Vous avez oublié, moi je ne suis pas amnésique. Si certaines personnes ont la mémoire courte, moi je n'ai pas la mémoire courte. Les gens qui sont au rassemblement, particulièrement les G7, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme mal hier? Ils ont quitté le président Kabila pour venir mettre les désordres, les troubles avec leurs candidats présidents au sein de l'opposition. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et même le président Tshisekedi en était conscient de son vivant. Moi, j'ai eu beaucoup de colloques singuliers avec le président Tshisekedi. Je ne peux pas vous dire des choses qu'il me disait à propos de ces personnes-là. Donc, pour le moment, il faut... Vous parlez de la trahison, il faut savoir qui trahit. Nous, qui sommes entrés au gouvernement par stratégie pour préparer les élections et qui les préparons selon la logique qui est prévue par la cohabitation dans un gouvernement d'union nationale, nous ne sommes pas des traîtres. Puisque les autres qui viennent après, quelques semaines après, ils veulent entrer, former les mêmes gouvernements, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes nominations. Donc, ils ne sont pas des traîtres. Pour eux, ils sont tout blancs, comme la neige. Donc, c'est ça que vous voulez me dire? Non. Je vous dis non, c'est la même logique. Mais ce qui est regrettable, c'est que certaines personnes veulent faire la mainmise sur l'UDPS pour que l'UDPS implose. C'est la raison pour laquelle on commence à exclure des personnes qui ont souffert pour l'UDPS, comme mon ami et frère Tchibala, mais on ne le laissera pas faire. On ne le laissera pas faire.
Pour terminer, on vous a écouté sur Top Congo avec Christian Moussakolo déclarer que vous demandez ce quoi la réconciliation des l'UDPS, tous les enfants des l'UDPS, mais comment ça va se passer ici? Déjà, vous rejetez le rassemblement El Moïse Katumbi, mais vous appuyez un peu l'autre rassemblement, le rassemblement, je ne sais pas si on pourra l'appeler El KTB Katoto. Comment la réconciliation des l'UDPS peut se faire? Là, vous mélangez plusieurs choses. Il y a d'un côté l'UDPS et de l'autre le rassemblement. Moi, je peux parler de l'UDPS, je ne peux que parler de l'UDPS dont je suis membre. Nous voulons sauver la mémoire du président Tshisekedi. Nous ne devons pas donner l'impression qu'après sa mort, l'UDPS disparaît comme les père parti État. Nous devons sauvegarder les acquis que le président Tshisekedi nous a laissés. C'est la raison pour laquelle, personnellement, et beaucoup d'autres personnes qui ne s'expriment pas sont d'accord avec moi, nous voulons une réconciliation entre l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire l'UDPS institutionnelle, c'est-à-dire les membres de l'UDPS qui sont au gouvernement et à l'Assemblée nationale, avec ceux qui n'ont pas encore accédé au pouvoir ou qui sont en dehors des institutions. Donc, cette réconciliation-là nous permet de mettre nos moyens, nos ressources humaines, les moyens matériels ensemble pour qu'on puisse aller dans l'unité aux élections de demain. Il y a des élections, des échéances électorales dans quelques mois, et 10 mois, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Il faut qu'on se mette ensemble pour réussir, pour gagner ces élections. Puisque de l'autre côté, la famille politique du président Kabila, il se prépare activement. Mais nous passons notre temps au niveau de l'UDPS avec des querelles intestines stériles qui vont nous faire échouer aux élections. Donc moi j'ai fait un appel patriotique, un appel combattant, un appel vraiment en mémoire de notre président qui vient de nous quitter pour qu'on se mette ensemble, qu'on aille aux élections dans l'unité, et ce n'est que comme ça que nous gagnerons. Vous dites vous-même dans la Bible qu'un royaume divisé, je crois, est incapable de subsister ou de gagner un combat, je crois. Bon, mais si nous sommes divisés, nous ne gagnerons pas. L'union fait la force. Si nous ne sommes pas unis, on n'ira nulle part et nous serons condamnés à disparaître. Donc c'est un appel pathétique, un appel patriotique que j'ai lancé à l'endroit de tous les membres de l'UDPS. Même les Anciens qui sont d'accord de rejoindre les bateaux UDPS pour qu'on aille ensemble. Mais ce qui se passe actuellement, c'est vraiment un spectacle désolant pour des intérêts que je ne peux pas qualifier, et surtout à la solde des individus qui trouvent que l'atomisation de l'UDPS ne pourra que leur être favorable. C'est ça qui est malheureux, et nous allons combattre cela avec toute l'énergie que nous avons encore. On va essayer de terminer ici. D'aucuns disent que la crise actuelle à l'opposition profite au gouvernement Badibanga, qu'on avait donné 2 semaines, 3 semaines. Ça va encore rester, parce que le temps de choisir quel camp, on risque d'avoir 2 Senko. Oh, heureusement, on a un seul Senko. On pourra aussi avoir, on a une seule Senko, on pourra avoir 2. Pour terminer, qui est votre candidat à l'élection présidentielle 2017? On termine ici. Votre candidat. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous dites que la crise actuelle profite au gouvernement Badibanga. Nous n'y sommes pour rien à cette crise au sein de l'opposition. Au contraire, nous aurions souhaité avoir une opposition responsable, qui peut même s'organiser pour qu'on fasse la restructuration du gouvernement actuel et avoir un format
consensuel et informant qui implique toutes les composantes de l'opposition. Je crois que c'est la seule alternative. Il n'y en aura pas d'autre, monsieur Pasteur Bobo. Il n'y en aura pas. Hein, parce que cette opposition qui est noyautée totalement par la personne que vous avez citée là, parce qu'il aurait certainement beaucoup de moyens pour le faire, mais il n'ira nulle part et nous allons barrer la route à ces fauteurs de troubles. Candidat à la présidence, non, nous, il faut d'abord que l'UDPS organise son congrès d'abord pour élire les nouveaux présidents, c'est comme ça, c'est selon les statuts, et ensuite nommer ou désigner une personne qui portera nos couleurs pour la présidence de la République. Et ça, c'est le Congrès qui va le déterminer. Moi, je ne suis pas là pour le dire. Mais le souhait maintenant, c'est qu'on reste unis d'abord. Qu'on ne commence pas avec des exclusions intempestives et qui n'arrangent nullement l'avenir de l'UDPS. L'UDPS est une famille politique, c'est la fille aînée de l'opposition. Nous devons sauvegarder ce parti en mémoire du président Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup, c'était votre mot de la fin. C'était un plaisir pour nous d'avoir avec nous. On a été honorés d'avoir Dr Taxis Loseke Manemba, vice-ministre des Finances au gouvernement Badi Banga 1. Peut-être on aura Badi Banga 2. Merci. Merci, Pasteur Bobo.